Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Gros Plan. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Mudashiru Bassabi. Il est secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB. Il est là aujourd'hui pour nous parler des élections professionnelles. Il nous parlera également de ce qu'il faut retenir de l'action syndicale depuis près de 5 ans. Monsieur Léger, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également vos spectateurs et tous les auditeurs de votre antenne. Alors, comme d'habitude, comme vous le savez, je suis en plateau avec Arnaud Doumanhou du site d'information Le Portail. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami Kosumo. Bonjour, SG. Bonjour. Alors, nous allons parler de l'actualité du monde syndical, ce qui fait de l'actualité du monde syndical, notamment les élections professionnelles. Où vous en êtes dans le processus? Merci, monsieur le journaliste. Une fois encore, moi, c'est Mudashiru Bassabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. L'occasion que vous m'offrez est une bonne occasion que je voudrais bien saisir d'abord pour remercier le peuple béninois pour tout l'accompagnement dont nous avons été besoin parce que nous avons été l'objet du moins au cours de ces 5 dernières années. Vous savez que l'action syndicale a été soumise à rude épreuve et nous avons eu beaucoup de difficultés, mais nous avons tenu bon et il faut retenir simplement que ces 5 dernières années nous ont révélé que l'action syndicale mérite d'être repensée et que le militantisme syndical mérite d'être reconstruit et que donc pour ce qui concerne en tout cas la CGTB, les grandes leçons tirées nous amènent à dire que nous devons faire des efforts pour asseoir encore le mouvement syndical dans le cœur des Béninois et travailler au triomphe des intérêts des travailleurs. Alors, l'action syndicale, rude épreuve, est-ce que vous voulez faire allusion notamment à l'encadrement du droit de grève? Non, il n'y a pas que ça, parce que l'encadrement du droit de grève est un principe universel. Donc, l'avoir encadré n'était pas vraiment le problème. C'est que l'action syndicale est devenue inefficace, pas du tout efficiente, et nous avons produit très peu de résultats dans le cadre des instruments qui étaient disponibles, qui étaient le dialogue et aussi plus ou moins l'affrontement qui se manifeste à travers la grève. Tout cela nous a révélé qu'il y avait de la matière pour reprendre, disons, de l'efficacité syndicale et qu'il n'était pas question que nous pleurnichions sur les effets extérieurs parce que le mouvement syndical également est essoufflé. Nous n'avons pas un panier de militants tout à fait aguerris aux différentes conjonctures et nous avions tout le temps travaillé avec des instruments que nous avons usés et puis qui ne sont plus du tout d'actualité par rapport aux défis de l'heure, par rapport au contexte et surtout également par rapport aux mutations géoéconomiques qui imposent un certain nombre de rigueurs à tous les États pour pouvoir faire face aux réalités. Et ces rigueurs-là n'étaient pas au niveau de l'action syndicale. Il fallait franchement revoir les choses. Mais véritablement, les militants, comme vous le disiez tantôt, ne suivent plus les mots d'ordre comme cela se doit. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Bon, je venais tantôt de le dire, parce qu'en réalité, vous savez, pour suivre une action, il faut être convaincu de l'action, il faut être gagné, il faut que les leaders rassurent les uns et les autres. Et je crois que nos militants ont été régulièrement spontanés dans le geste. Et il n'y a pas une conviction linéaire dans ce qui a été fait jusque-là. Ce n'était pas leur faute non plus parce que la formation qu'on devait leur apporter pour qu'ils comprennent les enjeux, pour qu'ils appréhendent les défis, ainsi que les méthodes que nous mettrons en œuvre, ces formations-là n'étaient pas au rendez-vous. Et naturellement, on n'a pas pu les gagner sérieusement à toutes nos causes. Est-ce que le problème ne se pose pas au niveau des leaders? Bon, un peu au niveau des leaders, mais également au niveau des militants. Mais je crois que la responsabilité est plus grande au niveau des leaders. Parce que les leaders n'ont pas assumé véritablement l'entièreté de leur charge en ce qui concerne les fonctions universelles de l'action syndicale, qui étaient des fonctions quand même qui permettent à ce mouvement d'être d'abord le mouvement le plus démocratique au monde, mais également le mouvement dont les exigences de résultats sont plus pratiques et plus justifiables. Quelque part, ce n'est pas cette compromission entre les leaders et les acteurs politiques, quelque part, qui a tué
en griffe. Hein, Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que je n'ai pas la conviction qu'il y ait eu une véritable compromission. Je crois que entre acteurs politiques et acteurs syndicaux, il n'y a pas une séparation irréversible. Ce qui a été consacré même au plan universel, c'est que acteurs syndicaux, acteurs politiques, même acteurs de la société civile tout court, nous sommes des partenaires. Et a priori, les partenaires ne sont pas irrémédiablement opposés sur un certain nombre de choses. Et ce que nous recherchons, c'est que la conjugaison des efforts et le dialogue n'ont pas permis véritablement de mettre chacun dans son rôle de la façon la plus efficace possible. C'est tout ce qu'on peut retenir. La méthode depuis près de 5 ans, surtout quand on sait qu'il y a quelques années, le mouvement syndical, c'était quand même beaucoup plus bouillon et tout, mais depuis près de 5 ans, c'est pour ne pas dire un silence plat. Est-ce que vous avez changé de méthode? Est-ce que cette méthode n'est pas finalement à la base aussi, donc, entre griffes de cet échec? Non, je ne crois pas même qu'il y ait échec vraiment du mouvement syndical. Je ne crois pas non plus que le fait de ne pas avoir tout le temps exposé l'affrontement, de ne pas avoir étalé au grand jour les difficultés de rapport qu'il y avait entre l'exécutif ou les différents pouvoirs avec le syndicat, je ne crois pas que ce soit un recul de l'action syndicale. Je ne crois pas non plus que ce soit ça qui soit à la base de la tiédeur que vous observez, mais je crois que c'est plus profond. Le mal est plus profond parce que lorsque vous regardez un peu aussi bien notre environnement que tous les éléments qui concourent aujourd'hui à la vie quotidienne au Bénin, vous sentez que le ras-le-bol est général. Et à partir du moment où le ras-le-bol est général, les attentions ne sont plus fixées sur les paramètres que nous avions au départ, auxquels nous étions au départ, disons, habitués. Donc, il se fait simplement que l'action syndicale a certainement pris une autre forme, une forme qui a du mal à s'imposer d'abord aux observateurs que nous avons parce qu'ils ne sont pas habitués à cette pratique, encore que c'est une pratique syndicale mondialement reconnue. Et ce qui est exigé véritablement au plan mondial, c'est de n'exposer les différends que lorsqu'il y a échec dans le dialogue. Mais a-t-on eu du dialogue depuis 5 ans? Je crois que nous avons fait un semblant de dialogue qui n'a véritablement pas donné les fruits que nous attendions. Est-ce que véritablement on peut dire que l'action syndicale a produit des résultats au cours de ces dernières années? Des résultats... Que vous en êtes fiers? Non, je crois qu'il faut être fier des constats que nous avons pu faire après près de 5 ans d'action syndicale. Les constats, c'est quoi? C'est que nous nous sommes retrouvés face à une image qui n'est pas normale. L'image d'une action syndicale qui peine, disons, à produire des résultats, mais une action syndicale dont l'évaluation permet aujourd'hui de dire qu'il y a un travail que les leaders doivent faire. Ce travail, c'est d'abord de ramener le syndicat aux fonctions universelles. Vous savez qu'on ne peut pas tricher avec la science sur beaucoup de repères. Le mouvement syndical, contrairement à un certain nombre de mouvements, et il s'est avéré être le mouvement le plus scientifique possible que nous pouvons avoir dans le monde. D'abord démocratique véritablement par le système d'évolution du pouvoir, démocratique par la libre association que cela impose à chacun et un autre. On peut travailler sans être syndiqué, mais aussi une organisation dont les intérêts ne varient pas au gré du système. Les intérêts sont constants parce qu'il s'agit d'un paquet social recherché pour le mieux-être non seulement des travailleurs, mais également pour la population. À partir de ce moment-là, c'est un mouvement avec lequel il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas avoir des relations de conflits d'intérêts avec d'autres organisations qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, quand nous reprenons ce schéma-là et que nous regardons un peu, au Bénin comme ailleurs, le mouvement syndical reste le même. Alors que les options politiques peuvent varier selon les circonstances, selon les événements. Donc, le mouvement syndical est là comme un mouvement catalyseur qui a pour mission essentielle de promouvoir le mieux-être. Et donc, un mouvement comme celui-là ne peut pas rester indifférent à la conjoncture. Il doit tenir compte des paramètres et c'est en fonction des acteurs en présence que ce mouvement ajuste ses moyens de lutte. Nous disons, est-ce que les travailleurs, les résultats, les fruits de cette nouvelle approche, est-ce que les travailleurs ont eu un mieux-être au cours de ces dernières années? Non, il n'y a pas une nouvelle approche du mouvement syndical. Il y a simplement une restitution de l'action syndicale dans la juste proportion qu'il faut
pour un pays qui se veut stable et ayant une paix durable. Aucun résultat. Oui, non, les résultats, c'est quoi? Les résultats, d'abord, c'est de ramener les intérêts des travailleurs, de les mettre en synergie avec les intérêts du peuple. Vous savez, pendant longtemps, on a été observé comme étant des gens qui prônent exclusivement pour leur paroisse, qui ne revendiquent que des choses qui les concernent. Ça a prospéré pendant un temps. Mais depuis un certain temps, la pauvreté s'est généralisée, les contraintes de vie se sont corsées, et donc tout le monde est regardant sur les avantages et les intérêts des uns et des autres. À partir donc de ce regard-là, il est évident que si nous n'inscrivons pas notre action dans un ancrage social qui embrase la communauté tout entière, eh bien, nous avons beau avoir les meilleures méthodes, nous n'avons pas de résultats. Et ce à quoi nous avons assisté, c'est que depuis un certain temps, la population béninoise regarde les syndicalistes comme des gens qui ne savent que prêcher pour leur paroisse, comme des gens même qui ne savent pas que les autres existent. Qui veut tout avoir pour eux. Et lorsque vous êtes perçu comme ça par une population, parfois même lorsque la cause est juste, vous n'avez personne pour vous accompagner. Et ce constat-là, nous l'avions fait à regret parce que, et là aussi, vous avez constaté que même la conscience syndicale également a pris un coup. Parce que face à la réalité, face au schéma qui s'impose aujourd'hui à nous, chacun est resté dans son coin en ne priant et en ne recherchant que son mieux-être unique. Et vous avez constaté que même les travailleurs face à la conjoncture que nous vivons, ne sont pas trop engagés sur le plan syndical parce que chacun préfère sauver sa tête et espérant que, bon, de toutes les façons, ça finira par se normaliser. Et cet état d'échec par rapport à l'engagement syndical, par rapport à la conscience collective, nous a amené à avoir un mouvement syndical méconnaissable par rapport aux habitudes antérieures, mais ça ne veut pas dire que nous avons manqué de faire du syndicalisme pendant toute cette période. L'encadrement du droit de grève, avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de ça? Le principe de l'encadrement n'est pas un problème pour un homme syndical. Ce n'est pas un problème du tout. Ce n'est même pas un problème pour une organisation syndicale. Ce à quoi nous sommes, ce en face de quoi nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons eu droit à un encadrement presque qui ôte au droit de grève son contenu réel. Mais ça aussi, il faut le comprendre. Les lois, les tests, tout ça là, c'est un ensemble d'éléments qui découlent des rapports de force, des forces en présence. Nous nous sommes rendus compte que l'action syndicale est devenue inefficace. Nous nous sommes rendus compte que l'engagement syndical a perdu de son punch. Et donc, ceux qui ont la charge de la République ont pensé que c'est en restreignant au strict minimum c'est ce besoin de manifestation en cas de divergence profonde, que c'est en faisant ça qu'ils feront progresser le pays. Mais le résultat est là. Le résultat est là. Même si l'action syndicale a été plus ou moins étouffée, il faut reconnaître que cet encadrement-là n'empêche pas un exercice du droit de grève. Pour nous, au niveau de la CGT, nous sommes clairs là-dessus. Il y a une difficulté majeure, que les contraintes sont arrivées à un niveau où le droit de grève est devenu un droit difficile à mettre en œuvre. Mais il n'a pas été difficile à mettre en œuvre en 2018. Parce qu'en 2018, on était encore sous l'empire de l'autre loi. Et quand les 7 confédérations du pays se mettent ensemble pour lancer un mouvement de grève, et que le résultat, c'est une fédération, notamment la fédération du secteur de l'éducation seule, qui a pris le mouvement, vous devez comprendre que la gêne aujourd'hui n'est pas dans le test. La gêne est dans l'état du syndicalisme béninois. Parce que toutes les forces sociales du Bénin ont lancé une grève à partir du 16 janvier au moins 2018. Et le résultat, vous avez suivi comme tout le monde. Il y a eu des gens qui étaient censés être en grève qui ont dit, eux, ils ne vont pas en grève. Mais sur à peu près 11 ou 10, une dizaine de fédérations que chaque confédération centrale syndicale compte, on avait eu que la fédération de l'éducation et dans une moindre mesure, la fédération de la santé qui ont suivi. Le malaise est où? Le malaise est où? Est-ce que la loi dont on parle aujourd'hui. La peur de cette... Non, je crois que c'est la méconnaissance des tests. La méconnaissance des tests. Non, ce n'est pas non plus la défalcation. Mais il n'y a que dans le leadership syndical aujourd'hui, où pendant longtemps, on a fait croire que la grève était une occasion de repos pour les travailleurs. Or, il y a ce qu'on appelle l'activisme syndical.
l'activisme syndical au cours de la grève. On ne se repose pas, il y a un état des lieux qu'il faut faire à tout moment. Il y a des manières de galvaniser la troupe pendant que nous sommes en mouvement. Il y a aussi qu'il faut mesurer les risques que nous prenons. Je crois qu'on n'a pas intégré tout ça là dans nos habitudes. Et ça a fait que finalement, face à un schéma de rage et de ruge, bon, finalement, on a en face de nous des militants qui ont, disons, dérogé à l'obligation d'accompagner leur organisation dans le mouvement. Et peut-être aussi que dans la rédaction, disons, de nos revendications, de nos motions, nous n'avons pas su situer réellement où se trouvaient les intérêts de nos affiliés. Je crois que tout ça est à repenser. Il faut trouver une formule pour qu'aujourd'hui, la façon dont nous rédigeons nos revendications, la façon dont notre plateforme se rédige, la façon dont les intérêts sont ciblés à l'occasion des différents mouvements, il faut que nous puissions revisiter ça en tant que leader pour réécrire une nouvelle page de l'action syndicale. C'est vrai qu'on n'observe pas une proximité très osée entre leaders syndicaux et acteurs politiques, mais après, vos syndiqués, il y en a qui sont membres des partis politiques et tout. Comment est-ce que vous appréhendez cette formule-là? Parce que lorsque vous avez un syndiqué qui est membre d'un parti politique, qui est peut-être de la mouvance, après, lorsque vous lui demandez d'aller en grève contre le gouvernement dont il soutient les actions, est-ce que ça ne devient pas difficile? Non, je crois qu'en principe, ça devrait vraiment alimenter les rapports. Et il n'y a pas du mal à ce que le travailleur isolément pris soit engagé politiquement. Et dans tous les pays du monde qui se respectent, où la démocratie est le repère essentiel, et c'est un exercice qui est aisé, c'est même permis, c'est même promu. Mais ici au Bénin, la réalité, c'est que on avait déjà fait croire à tout le monde que politique égale opposition syndicale. Et donc, même ceux qui sont au pouvoir pensent que les syndicalistes sont des opposants, pendant que ceux qui sont opposants pensent que les syndicalistes sont des mouvanciers. Vous comprenez que lorsqu'on est mangé à une sauce aussi aigre, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour nos militants qui sont engagés, je crois qu'ils devraient être, disons, des éléments qui permettent de faciliter le progrès des intérêts sociaux. Et je crois que ce que nous avons comme problème, c'est le fait qu'on a toujours pensé que l'engagement politique peut avoir, disons, un effet néfaste sur l'engagement syndical. Mais je vais conclure sur ce sujet en disant ceci, que d'abord, nous avons un intérêt particulier à libérer l'opinion, à permettre à chacun de s'exprimer, d'exprimer ses talents là où il peut l'exprimer. Et nous avons également un intérêt particulier à considérer que l'action syndicale ne repose pas uniquement sur la grève ni sur la contestation. Il y a le plaidoyer, il y a le lobbying, il y a cette volonté de faire également les couloirs pour faire prospérer les intérêts des travailleurs. Mais c'est des schémas qui ont été toujours utilisés, mais qui n'ont pas été rendus publics. C'est-à-dire que nos prédécesseurs avaient toujours le plaidoyer, ils avaient toujours le lobbying, ils faisaient même les couloirs pour faire prospérer les intérêts. Mais ce à quoi le public est habitué, c'est l'affrontement. Et c'est cet affrontement-là qui fait que finalement, même les acteurs, les jeunes, les militants qui sont dans les partis politiques ont honte d'exprimer leur opinion politique. Et résultat, c'est que dans leur silence, ils empêchent l'action syndicale d'évoluer. Moi, je crois qu'il faut démocratiser l'espace, libérer les énergies et que permettre à chacun d'assumer son appartenance politique. Tout ce que nous refusons, c'est que véritablement, toute une organisation syndicale se mette à la solde d'un parti politique. Parce que quand cela arrive, vous êtes obligé de porter les idéaux de ce parti au milieu des travailleurs. Or, les convictions politiques n'étant pas les mêmes, vous allez vous retrouver en porte-à-faux avec les intérêts des travailleurs. Ce qui est souhaitable, c'est que les partis politiques viennent s'abreuver de la vision syndicale pour faire des projets de société qui emportent l'adhésion du peuple. Parce que si le contraire se faisait, on aura du mal à infléchir l'action politique en faveur des travailleurs. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Liberté à chacun d'appartenir au courant politique de son choix, mais non à une inféodation intégrale du mouvement syndical dans un parti politique. Parce que le contrôle et, disons, les actions que nous aurons à exercer pour obliger le parti politique à respecter la vision des travailleurs, cette pression-là va manquer au moment venu. Oui, mais lorsqu'on fait des défalcations
à une certaine hauteur et qu'on observe en face le silence des responsables syndicaux. Vous avez vu que les travailleurs ont quand même tenu dur pendant un temps sous le régime de je crois que vous ne me comprenez pas. La défalcation est également illégale. Il faut que nous puissions comprendre dans quel système nous sommes. La défalcation est légale. Et dans les pays qui se respectent, les organisations syndicales s'organisent pour payer le prix de la grève. Mais dans quelles conditions on fait la défalcation? C'est là où se trouve tout le débat. En principe, si nous devons rester assez civilisés, si je t'affronte pour ce que tu me dois, il n'y a pas de raison que tu me pénalises. Parce que tu es en faute, tu n'as pas payé à temps mes droits, et je réclame donc ce qu'on appelle les droits acquis. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais si je tape sur la table un beau matin, et je dis, bon, mais ce que tu me donnes, c'est insuffisant, je souhaite que tu augmentes, ça devient une nouvelle revendication. Et en ce moment précis, chacun doit être prêt à payer les prix de cet affrontement-là. L'autre pourra renoncer à faire une défalcation parce que finalement, il aura trouvé que le consensus est à ce prix. Comme il pourra choisir de faire une défalcation parce qu'il aura estimé qu'il était en position de force sur un certain nombre de sujets et que même s'il donnait satisfaction, ce qu'il a perdu dans ce bras de fer, il devra récupérer. Mais si vous êtes une organisation syndicale et que vous mélangez tout, parce que justement, la culture syndicale, l'éducation n'était pas au rendez-vous, vous imaginez, vous mettez tout de suite sur le tableau, vous dites paiement des arriérés salariaux, qu'on peut considérer comme des acquis. En même temps, vous dites revalidation du point indiciaire. Et en même temps, peut-être, vous parlez d'autres sujets qui ne sont pas tout à fait des sujets directement sociaux. Vous comprenez que dans cette situation, il y a en même temps des acquis, mais aussi de nouvelles revendications. Une grève comme celle-là aura péché pour avoir embrassé les deux problèmes, bien que les deux problèmes soient importants. Donc, vous allez vous retrouver en face d'un schéma où, lorsqu'il appartiendra au juge de faire la part des choses, le juge dira, mais oui, d'accord, on vous doit de l'argent, mais vous demandez plus. Bon, il y a toujours des problèmes. Donc, nous devons rester dans un schéma où nos revendications ne doivent pas prêter à confusion et que ça reste strictement dans les rapports professionnels. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas interpellés par les abus, surtout en lien avec les libertés publiques. Surtout en lien avec les libertés publiques. Nous devons savoir que nous sommes dans un contexte de relations professionnelles et à partir du moment où les relations professionnelles ne peuvent pas s'épanouir non plus sans une liberté publique assumée, donc il va falloir qu'à un moment donné, l'éducation que nous donnons à nos affiliés leur permet de savoir que tel mouvement, ce que nous engageons, aura tel impact. Et lorsque tout le monde sait, connaît les conséquences, c'est évident qu'on assume ça de façon réelle. Vous avez dit tout à l'heure que les travailleurs ont tenu, je vous ai dit, c'est une honte qu'en tant que secrétaire général d'une confédération, à 11 fédérations, je demande aux 11 d'aller en grève et qu'au bout de 3 mois, je me rends compte que c'est une seule qui assume la grève. Ça veut dire que c'est une seule fédération qui se bat pour l'ensemble des travailleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mieux, la grève à laquelle vous faites allusion, c'est ce qu'on peut appeler force sociale. C'est tout ce qu'on avait dans le pays qui avait engagé cette action-là. Qu'on dise que les 7 confédérations ont engagé une action et que, bon, mais c'est juste la fédération du secteur de l'éducation qui fait la grève. Je crois qu'il y a de la matière. Nous devons nous remettre en cause et tirer les conséquences. Un central réclame par exemple le retour des exilés pour plus de démocratie. Est-ce que ça fait partie de l'action syndicale? Oui, c'est possible qu'une organisation syndicale s'engage dans ce combat-là. Mais nous devons être clairs pour dire qu'il ne s'agit que de ce combat-là. Et je crois que la façon la plus civilisée dans un mouvement syndical de poser un tel genre de problème, c'est de demander simplement que les libertés publiques soient restaurées et que l'état de droit soit la primauté. Si nous avons restauré les libertés, si on arrive à restaurer les libertés publiques, si on arrive à faire en sorte que l'état de droit devienne la primauté, à partir de ce moment-là, je crois qu'on n'aura plus d'exilés politiques. Est-ce que ce n'est pas trop vague? Non, c'est précis. Non, vous savez, il ne faut pas personnaliser le combat. Il ne faut pas personnaliser le combat. Il y en a qui sont, disons, hors de leur territoire depuis des années en silence pour leurs convictions politiques parce qu'on ne les a pas connus. On ne sait pas qui c'est parce que peut-être ils n'ont pas fait de la propagande autour de leur personne. Ce que nous disons, c'est de se battre pour les principes.
C'est ce espace pour les principes. Dans aucun pays du monde ne vivra sans exilés politiques. Parce que de toutes les façons, il y aura forcément des Rubicons qui seront franchis selon certains tests qui pourraient amener encore qu'aujourd'hui. Même, c'est vrai que ça ne s'est pas aisé pour quelqu'un de vivre hors de chez lui, mais je crois qu'il y a beaucoup de débats autour et que nous puissions maintenant, si nous devons formuler ça comme exilé politique, comme une revendication syndicale, il faut que nous puissions nous entendre sur les conditions, les critères pour être un exilé politique. Si nous adoptons un schéma, une grille qui définit clairement aux yeux de tout le monde exilé politique, c'est-à-dire que n'est pas simplement exilé politique celui qui réussit à un moment donné à se retrouver hors de son territoire pour avoir dit quelque chose ou bien ce que nous savons, mais ce qui est important pour nous, je crois que la restauration des libertés publiques et la primauté de l'état de droit règlent tous ces problèmes-là. Et pour nous, à la CGTB, nous pensons qu'il faut régler les questions de principe. Il ne faut jamais personnaliser le débat. Il ne faut pas aller il faut pas aller exposer une sympathie pour quelqu'un parce que les hommes passeront, mais les principes resteront. Est-ce qu'il est arrivé que des acteurs politiques, comme c'est un secret de Chidel, on dit souvent que des acteurs politiques commanditent des grèves, des mouvements de grève? Est-ce que c'est arrivé par le passé? Est-ce que cela risque de revenir au devant de la scène? Non, je ne crois pas que les leaders syndicaux que le Bénin a connus soient aussi bas. Je crois qu'il arrive que des intérêts, je vous ai dit que le mouvement syndical d'abord s'inscrit dans le bien-être du travail, dans le bien-être du peuple. Et c'est forcément quand le peuple souffre, il faut retrouver les syndicats de ce côté-là. Donc, s'il y a une coïncidence dans un engagement des acteurs politiques et les leaders syndicaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont négociés, ils sont courtisés ou bien qu'on les a monnayés pour ça. Ce qui est important, est-ce que la lutte qui est menée à ce moment précis est une lutte crédible et responsable? Et je crois que les leaders syndicaux du Bénin que moi j'ai connus n'ont jamais trahi la crédibilité de la lutte. C'est tout à fait normal, nous sommes tous issus de certaines familles, nous avons été à l'école avec des gens, nous sommes donc des promotionnaires avec beaucoup d'acteurs politiques, que nous ayons des sympathies pour X ou Y, c'est notre droit. Mais je n'ai pas vu un mouvement syndical réellement se prostituer à l'autel d'une chapelle politique pour dire et je fais ça parce que les politiciens me l'ont demandé. Et ça n'existera pas. Ça n'a pas existé, ça n'existera pas non plus. La question sociale demeure une problématique au cours de ces dernières années. Quel est votre regard, cette lecture sur le social, sur le régime du président Patrice Talon? Bon, ma lecture d'abord c'est que c'est un régime qui n'a pas fait une part belle au social. Il faut être clair là-dessus. Nous n'avons pas eu le retour du discours du président de la République en termes pratiques. Bon. Maintenant, est-ce que nous ne l'avions pas compris quand il venait? Ou est-ce que ce qu'il met dans le social résidait exclusivement dans sa volonté de faire un mandat ou deux, bon, de toutes les façons. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le résultat social, en tout cas, n'est pas perspective. Et tous les efforts que nous avons faits sur le plan syndical, à travers le dialogue, même à travers des contestations ouvertes, n'ont pas permis d'inscrire véritablement un résultat social. Même si aujourd'hui, ce gouvernement essaye, à partir de l'arche, d'ouvrir des perspectives, de bâtir un Bénin plus social, mais dans le concret, nous n'avons pas de résultat. Et je crois que c'est l'un des talons d'Achille majeurs de ce gouvernement qui, forcément, doit être en train de faire un bilan et se rendra compte que, véritablement, socialement, il n'a vraiment pas produit d'effet sur les Béninois. Le mouvement syndical, c'est aussi les élections professionnelles. Le processus est en cours actuellement et qu'est-ce qu'on peut y retenir? Oh, les élections professionnelles, c'est vrai, c'est d'actualité parce que nous serons bientôt à la 3e édition. Nous avons connu une première édition en 2001, une deuxième édition en 2006 et nous sommes en train d'aller vers la 3e édition. Bon, cette 3e édition, normalement pour une organisation syndicale, doit revêtir un cachet spécial. Parce que ça fait près de 15 ans que nous attendions que cette élection se tienne. Se tienne parce que déjà en 2011, on aurait pu avoir cette élection pour renouveler le mandat parce que 5 ans avant, nous avions fait la 2e édition. Mais pour des raisons que je ne saurais évoquer véritablement sur ce plateau, nous n'avons pas eu droit à ces élections.
Maintenant que c'est annoncé et que le gouvernement semble s'employer pour que ça se tienne, je crois que chaque organisation syndicale doit en prendre acte et travailler pour que les résultats qui sortiront de ces élections soient des résultats fiables, purs et qui vraiment révèlent la volonté des travailleurs de voir l'action syndicale prendre un nouveau souffle. Pour ce qui nous concerne à la CGTB, c'est une belle occasion pour nous d'aller solliciter les travailleurs pour qu'ils nous accordent leur suffrage et que nous puissions implémenter un nouveau dynamisme syndical pour atteindre des résultats plus concrets. Parce que nous savons que c'est possible, même avec l'arsenal juridique qui est là, il est possible d'inventer des instruments, des méthodes qui permettent en tout cas d'élargir un peu le cercle des retombées de l'action syndicale. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de mobiliser les travailleurs quand on sait que le militantisme syndical a perdu un peu de ce charme? C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que justement, les travailleurs ne sont pas des personnes dépourvues d'intelligence. Ils savent à tout moment user de leur intelligence, appréhender les situations et certainement aussi ils savent repartir à partir d'un déclic qui les convainc. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas se comporter comme des marchands d'illusions en milieu syndical. On ne peut pas vouloir faire du syndicalisme sans véritablement construire un dialogue responsable. On ne peut pas non plus faire du syndicalisme aujourd'hui et ignorer que nous sommes 11 millions de Béninois et que les 11 millions de Béninois, on doit à un mieux-être comme ceux qui, par bonheur, ont accédé à l'emploi formel. On ne peut pas faire donc de l'action syndicale aujourd'hui en ignorant les 80% de Béninois qui sont dans l'informel, qui travaillent aussi. Donc, si nous intégrons tous ces paramètres-là, il est évident qu'il y a du boulot pour l'action syndicale. Et que si nous avons une vision qui intègre toutes ces étapes-là, forcément nous serons compris par les travailleurs. Et je crois que c'est ce que la CITB a fait ces 4 dernières années. Et bon, on est en mesure d'espérer que nous serons compris. Oui, la CSTB a gardé, en tout cas, est restée leader du monde syndical pendant des années. Comment est-ce que la CITB et d'autres centrales pourraient, cette fois-ci, lui ravir la vedette? Non, je crois que je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. La CITB a été également, depuis 2006, une organisation représentative. Oui, tout à fait. Bon, donc, de ce point de vue-là... Non, oui, c'est ça, il faut situer le contexte. Nous avons été représentatifs malgré tout. Et nous sommes parmi les organisations syndicales qui pouvaient porter le leadership syndical. Il se fait que par l'arithmétique, la CSTB, oui, est en position confortable, donc est première dans la représentativité. Mais c'est à la CSTB de faire son bilan aux travailleurs. Parce qu'on n'est pas leader. On n'est pas leader d'une force sociale et pour simplement tirer profit de cette posture de leader, il faut pouvoir dire aujourd'hui aux travailleurs ce qu'ils ont fait. Mais cela dit, depuis 2006 à 2020, l'espace syndical s'est enrichi. Toutes les confédérations se sont, disons, aguerries davantage et ont gagné de l'espace. Donc, rien ne prouve qu'aujourd'hui, nous aurons une CSTB aussi fortement représentative qu'il y a 14 ans. Mais encore il y a 14 ans, il y en a qui ont voté qui n'avaient pas droit au vote. Parce que les gens se rappellent très bien que c'est en plein suffrage que certains travailleurs, parce que j'estime que tous les Béninois travaillent d'une manière ou d'une autre, mais qui ne remplissaient pas les conditions pour être électeurs, ont été appelés à exprimer leur suffrage malgré qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale initialement établie. Donc ça suppose que même cette forte représentativité n'était pas exempte d'erreur. À partir de ce moment-là, donc, nous n'avons aucun complexe par rapport à ces résultats, mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce leadership-là n'a véritablement rien apporté à la classe ouvrière.
Oui, M. le chiffre a été non seulement en 2006, mais également au cours de la deuxième édition, a été confirmé. Oui, vous savez, si je veux parler un peu de ces étapes-là, la première édition des élections professionnelles, c'était une expérience pour nous tous, et les organisateurs et les parties prenantes. Je ne veux pas dire ce qui a pu se passer. Mais ce qui est sûr, à la deuxième édition, effectivement, je vous ai dit, ça s'est confirmé, mais je vous ai dit le bémol qu'il faut mettre à ça. Parce qu'au cours du jeu, on a pu coopter d'autres électeurs qui n'étaient pas attendus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fiable? Aujourd'hui, le processus dans lequel nous sommes, vigilance de tous oblige, nous aurons forcément une liste électorale verrouillée. C'est-à-dire que ne pourront réellement exprimer leur suffrage que ceux qui sont sur la liste. C'est déjà un pas par rapport à 2006. Maintenant, ne peuvent véritablement voter que ceux qui auront été intégrés sur cette liste sur la base des paramètres que nous avions retenus. À savoir qu'il faut être un travailleur du secteur formel, soit privé, soit public. Dès lors que ces balises-là sont posées et que nous avons une liste, si la liste comporte 300 000 électeurs, on ne risque pas d'atterrir avec 600 000 électeurs comme ça a été le cas en 2006. Donc, ça déjà va être pur pour nous tous. J'estime que c'est la première élection professionnelle à laquelle nous allons avec une certitude d'avoir une transparence et une pureté. C'est vrai qu'il y a des réserves sur l'outil qu'on va utiliser, c'est électronique, c'est celui-là, tout ça là. Bref, quel que soit le schéma, nous pouvons être fiers de ce que, à chaque édition, nous faisons des progrès. Et moi, à la CETB, j'ai encore des raisons d'être plus fier. J'ai encore des raisons d'être plus satisfait parce que même la méthode manuelle que nous avons utilisée jusque-là, on vient de l'expérimenter au niveau du ministère du Plan. Et le syndicat, qui est le Sénaplasta affilié à la CETB, vient de l'emporter avec 90% des suffrages exprimés. Ça veut dire que, en ce qui nous concerne, la CETB a réalisé des progrès qui le rassurent davantage que ces résultats-là ne seront pas comme ceux que nous avions connus. Donc, à partir de ce moment-là, la méthode, elle peut être manuelle, elle peut être électronique. Nous avons la certitude aujourd'hui que, quel que soit le schéma, la CETB va changer de posture. La CETB veut certainement bien prendre la tête du mouvement. Quel est le discours que vous tenez à vos syndicats? Non, je crois que c'est le discours de la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai dit tout à l'heure que, en 2018, l'expérience de la grève nous a montré que nous étions des généraux sans troupe. Que les gens n'oublient pas. Avant que nous n'entrions en grève, en 2018, c'est-à-dire en janvier 2018, le 16 janvier précisément, parce que c'est une date symbolique que nous avons choisie, il y avait une autre centrale, celle que vous avez qualifiée de leader tout à l'heure, qui 2 mois auparavant avait déclenché le mouvement de grève. C'était suivi par personne. Il a fallu que le groupe des 6 qui s'entendent déclenche avec cette même centrale le 16 janvier 2018 pour que la grève prenne. Mais il a fallu que nous fassions des analyses pour dire, tel que nous étions en train d'évoluer, qu'il nous fallait marquer un arrêt pour réajuster le tir, réarmer, disons, les travailleurs pour agir de façon plus efficace. Quand nous avions fait ça, on a dit c'est des vendus. OK. On a dit c'est des vendus, ils ont pris la responsabilité de continuer. C'est aller où? Nulle part. Nulle part. Est-ce qu'elle était véritablement la pomme de discorde? Non, la pomme de discorde, c'est qu'il ne faut pas aller dans le trou. Il ne faut pas aller dans le trou. Vous avez demandé à tous les travailleurs d'aller en grève. Vous avez eu à peine 10% de ces travailleurs qui sont réellement allés en grève, mais dans une grève qui commençait pas à coûter cher pour tout le monde. Parce que les mêmes travailleurs qui sont en grève, on était en contact avec eux. On connaissait les difficultés. Mais ce n'est pas parce que le mouvement est déclenché que nous devons avoir honte d'arrêter si nous avons des difficultés. Et ces difficultés étaient perceptibles. Tout le monde savait ça. Mais le fait d'avoir pris la responsabilité de dire non, eh bien, on a dit, ils sont des traîtres. Mais sur quelle base cette collaboration avait été établie? Parce qu'il faut le dire, vous n'avez pas tous les mêmes méthodes. Oui, non, ce que les gens ne savent pas aussi, il y a le groupe des 6 qui avait signé la même motion de grève.
Mais compte tenu des argumentaires et des éléments qui vont amener à la grève, la CSTV avait signé sa grève à part. Donc, d'accord pour démarrer la grève dans les mêmes conditions que les 6, c'est-à-dire à partir du 16 janvier, mais avec sa motion qui avait d'autres exigences qui n'étaient pas forcément perçues comme, par nous autres, comme une priorité pour les travailleurs. Et sur cette base-là encore, nous avons concédé de faire les actions communes et on lui avait laissé la liberté de signer sa motion de grève, mais de rester dans le même timing que nous. Ce que nous avions fait. Et lorsque nous avions senti que la situation n'était pas vraiment au mieux des intérêts de la classe ouvrière, qu'il fallait reprendre de l'énergie pour agir autrement, bon, naturellement, le fossé qui nous séparait, qui m'a permis de signer la même motion de grève, ce fossé n'a pas permis non plus de nous entendre pour arrêter. C'était ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la CGTB vend, en tout cas, à de plus que les autres centrales pour prétendre tenir la manche pour le compte de la population? Oui, d'abord, c'est que la CGTB a fait une évaluation et s'est rendu compte que, même dans le contexte actuel, l'action syndicale peut être encore efficace. Et que la première des choses, c'est que nous revenions aux fonctions universelles. Je veux parler de l'éducation ouvrière, je veux parler de la fonction normative, je veux parler de la fonction représentative, je veux parler de la fonction sociale et je veux parler de la fonction représentative. Il faut monnayer un peu cette différence. Bon, maintenant, la fonction éducative. Vous savez, les enseignants ont coutume de dire que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc, vous ne pouvez pas gagner un travailleur à la cause s'il n'a pas reçu la formation et l'éducation qu'il faut. Ce n'est pas possible. Et donc, l'éducation ouvrière reste un instrument fondamental dans la restructuration de l'action syndicale. Il faut y revenir. Quand vous faites le point, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de confédérations qui fassent cet exercice-là dans le pays. Deuxième élément qui est important, c'est la fonction normative. C'est la fonction par laquelle, tous les salariés, tous les travailleurs, tous les syndiqués s'approprient des tests de la République et même des tests internationaux. Mais c'est également par cette fonction-là que ces organisations contribuent à l'évolution des tests. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous faites tout pour agir dans les normes. Deuxième chose, s'il y a des tests qui vous handicapent, qui ne vous permettent pas de faire les progrès qu'il faut, vous travaillez à leur changement. Et travailler à leur changement suppose que vous avez réalisé une expertise autour de la question et que vous avez fait des propositions. Donc vous ne dites pas seulement la loi est mauvaise et vous arrêtez. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on dit seulement la loi est mauvaise, on s'arrête. Et même quand elle est mauvaise, on ne prend pas d'initiative. Et lorsque nous sommes là, et que nous savons très bien que nous sommes un pouvoir à l'intérieur de tous les pouvoirs de la République, les autres pouvoirs se battent pour s'offrir un confort, un confort législatif, un confort légal, un confort même réglementaire. Mais nous, chaque fois que les autres s'offrent un confort, ils viennent simplement empiéter sur ce qui devait être notre confort à nous autres. Et c'est justement quand ils ont fini d'empiéter là-dessus que nous crions. Qu'est-ce que nous avons pris comme disposition pour empêcher que ça arrive? Zéro. Nous savons également que la fonction sociale, c'est celle qui permet de ne pas être déconnecté de sa communauté. Ça exprime une solidarité interne, mais également une solidarité externe. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous avez une fonction sociale, la première des choses, c'est que quand vous faites des calculs qui vous permettent d'être à l'aise, vous regardez si ces calculs-là ne gênent pas l'aisance des autres composants de la communauté. Ou comment est-ce que cette aisance que vous recherchez peut rejaillir sur les autres. Mais tant que vous ne faites pas ce calcul-là et que vous vous mettez en selle, les autres ont du mal à vous comprendre et à vous suivre. Or, justement, l'action syndicale, notamment l'affrontement syndical, l'affrontement syndical a besoin d'être nourri de la spontanéité du soutien des autres composantes. Et si ce soutien n'arrive pas, vous serez là, en effectif réduit, vous ferez mal à personne. Et là aussi, vous ne serez pas écouté. Mais la représentativité, c'est la fonction par laquelle on mérite de prendre la parole au nom d'un groupe. Et vous savez très bien que ces dernières années, le mouvement syndical a été galvaudé. Pour un oui, pour un non, chacun crée sa chapelle syndicale, c'est dans son sac, il circule, il parle, il dit il est ci, il est ci. Finalement, qui lui a donné ce pouvoir de parler au nom des autres? On ne trouve pas. Donc,
Les élections professionnelles permettent de clarifier ça et on sait en qui on a passé la confiance pour que véritablement les uns et les autres puissent vraiment s'assurer que le travail se fait très bien. Mais la fonction revendicative, elle est liée un peu aussi à la fonction sociale. C'est-à-dire le tout pour nous, rien pour les autres. Il faut l'exclure de nos revendications. Il faut faire en sorte que nos revendications soient compatibles, non seulement avec nos besoins, mais qui ne remettent pas en cause fondamentalement les aspirations des autres. Et donc, si on réussit à faire cet arrimage, et que tous les militants sont forgés comme ça, et qu'on sait par exemple que lorsque nous réclamons le paiement des arriérés de nos salaires, nous avons également intérêt à réclamer de l'eau pour tous. Nous avons intérêt, par exemple, à réclamer une électricité moins coûteuse pour tous, et que nous ne nous contentons pas que si nous avons notre salaire, c'est suffisant, même si l'eau coûte tant, on va l'acheter, si ceci coûte tant, on va l'acheter. Il faut que nous comprenions que ceux qui n'ont pas cette régularité, cette fluidité dans le revenu, et qui ne gagnent que, qui ne bouffent que ce qu'ils ont fait immédiatement, il faut que nous tenions compte de ce que leur pouvoir d'achat aussi a besoin d'être protégé. Ça aussi, nous ne l'avions pas fait. Aujourd'hui, nous nous disons que si nous revenons à ces fondamentaux, si nous travaillons correctement et que nous préparons nos travailleurs, ils vont comprendre que, au-delà des revendications, au-delà des affrontements, nous sommes également une classe qui doit faire des concessions au profit des autres. Et donc, c'est ce refus de concession aux autres qui a fait que le mouvement syndical a perdu son ancrage. Et nous voulons restituer ça là d'abord et espérer que dans un discours, nous serons compris et que nous pourrons joindre là à la parole. Nous sommes la seule organisation à disposer d'un centre d'éducation ouvrière dans ce pays. Ça veut dire que pour nous, l'éducation, nous avons déjà bouclé le dossier, il faut y aller. Nous avons un centre d'assistance administrative et juridique pour les travailleurs. Ça existe, ça veut dire que nous pouvons accompagner les gens dans leur carrière. Et je dis, nous avons mis en place ces instruments pour que les travailleurs ne soient plus otages de discours de marchands d'illusions et que l'on leur montre que c'est seulement eux qui sont la force de production et que les autres n'apportent rien. Et comment se passe la campagne électorale? Est-ce que c'est le même schéma avec les politiciens des meetings gérants? Non, je crois que d'abord avec la pandémie, nous devons respecter tout ce qu'il y a comme dispositif et que nous devons protéger également nos militants en n'offrant pas... le porte-à-porte? Non, pas le porte-à-porte. Nous avons toujours quand même des regroupements. Ces regroupements, nous faisons l'effort de rester dans une distanciation acceptable. Mais il faut dire aussi que nous devons aussi montrer aux travailleurs que la pandémie ne doit pas nous faire peur au point que nous n'ayons pas des relations humaines d'une manière ou d'une autre. L'effort que nous faisons aujourd'hui, c'est surtout d'utiliser au maximum les médias. Les médias, et c'est le lieu également de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez. Les réseaux sociaux, tout ce que nous avons comme instruments de communication qui permettent d'économiser le contact physique, mais qui sont tout aussi efficaces que le contact physique, puisque nous animons également des débats sur les réseaux, nous donnons rendez-vous à nos militants, et si dans des questionnements importants, nous essayons d'animer 1 heure, 2 heures, selon que le besoin se fait sentir. Dans tous les cas, toutes les confédérations sont censées avoir les mêmes difficultés pour passer le message. Donc chacun gère ses difficultés selon ses méthodes. On entend quand même dire que certaines confédérations seraient favorables au régime et que ce sont celles-là qui sont en bonne position pour remporter ces élections. Non, vous savez, c'est un discours qui, à mon avis, est déjà périmé. Et je vous ai dit tout à l'heure que entre syndicats et pouvoir politique, c'est des partenaires. Donc, je ne vois pas pourquoi on va résoudre l'action syndicale à l'invective, à l'affrontement. Mais ce que vous dites, qui sont favorables au gouvernement, moi, je n'ai aucune preuve. Ce que je sais, c'est que chaque confédération s'organise et discute au mieux de la satisfaction des intérêts des travailleurs. Mais la chance que vous avez, c'est que dans ce pays, depuis un certain temps, il y a 6 confédérations qui se concertent. Je veux bien croire que vous avez bien regardé ceux qui disent la chose. Ceux qui disent la chose sont où? C'est un parti politique qui les a créés. Et ce qu'ils imposent aux travailleurs qui croient en eux, c'est le projet de société de ce parti politique-là. Mais moi, je suis à la tête d'une confédération.
multipartisan. C'est-à-dire que j'ai des gens de l'opposition, j'ai des gens qui sont neutres, j'ai des gens de la mouvance, j'ai tout ça avec moi. Avec quel privilège je pourrais apporter toute cette diversité d'opinions politiques-là et s'aborder à un pouvoir politique. Vous croyez que c'est difficile? C'est pas difficile? Mais par contre, eux, qui relèvent d'un seul courant politique. Vous voulez parler concrètement de... Oui, je veux parler de ceux qui disent ça, de la CSTB. Je veux parler d'eux. Parce que justement, c'est eux qui font croire à tout le monde que c'est eux qui sont propres, qui ont le monopole de la vertu, et que c'est à eux qu'il faut croire. Mais on va croire à eux en faisant quoi? On va croire à eux en faisant quoi? Quel est le projet de rêve qu'ils ont pour les travailleurs en dehors du projet du Parti communiste? Mais ils ont été très clairs. Et donc, ceux-là ont trouvé qu'il y a vraiment un bonheur pour les travailleurs de s'acoquiner avec une classe politique. Mais ils dénient le droit aux autres de s'acoquiner si c'était le cas réel. Mais c'est bon pour eux d'être dans une chapelle politique, mais ils dénient le droit aux autres d'avoir même de courant politique. Quelle est cette logique qui veut que ce qui est bon pour eux ne soit pas bon pour les autres? Mais il est important de dire, la CITB n'est pas la caisse de résonance d'un parti politique. En tout cas, dans le groupe des 6, nous n'avions pas fait on n'a pas fait de sabordage. Mais comme les gens veulent, et que nous sommes en période électorale, tout le monde veut rançonner, tout le monde veut dire des choses pour plaire. Mais je sais que les travailleurs ont déjà dépassé ce niveau-là. Les travailleurs veulent des réponses concrètes à leurs problèmes. Ce n'est pas de la divacation. Vous avez vu, depuis qu'on a commencé cette histoire, des partis politiques élèvent leur voix pour dire que c'est la CSTB qui est la seule. Ok, les travailleurs vont juger. Mais ce qui est important, ce que les travailleurs veulent, c'est des résultats concrets. C'est des résultats concrets. Et ces résultats, ils sont où? Ça fait près de 15 ans qu'ils détiennent, qui sont leaders de la classe ouvrière, qui viennent dire aux travailleurs ce qu'ils ont rapporté. Parce que c'est trop facile de dire aux autres qu'ils font des... Nous, on a implémenté le plaidoyer. Vous n'allez pas dire qu'ils n'ont rien rapporté au cours de... Moi, je ne sais pas, il faut leur poser la question. Ce qu'ils ont rapporté sans les autres, là, ils n'ont qu'à venir dire. Ce qu'ils ont rapporté aux travailleurs sans les autres confédérations qu'ils taxent aujourd'hui de corrompus, là, ils n'ont qu'à venir dire. Ce qui est le fruit unique de leur lutte, c'est-à-dire c'est eux seuls qui ont fait ça et ont ramené, là, ils n'ont qu'à venir dire. Il y a des motions de grève qui datent de 5 ans, de 10 ans, signées par eux-mêmes, qui n'ont jamais levé. Et pourtant, la vie continue. Ils n'ont qu'à venir dire. Nous, on n'a pas intérêt à faire des invectives entre nous en tant que syndicalistes. Mais il faut que les gens sachent raison garder. S'ils veulent qu'on leur dise certaines choses, on va le leur dire. Parce que nous aussi, nous savons ce qu'ils sont. Alors, nous allons passer donc à une autre réforme qui fait également l'actualité. Il s'agit donc des horaires au niveau donc de l'administration publique. Et désormais, le gouvernement a décidé, en tout cas après certainement en concertation avec les confédérations syndicales, désormais les travailleurs au Bénin iront au service à 8h et sortiront à 17h30. Bon, je crois que vous l'avez dit, je crois que le gouvernement a certainement consulté qui de droit. Ce que je sais, c'est que nous avons été également consultés, approchés en tant que représentants des travailleurs et nous avons fait l'effort d'apporter notre contribution. Il faut dire qu'il y avait plusieurs schémas. Et ce que nous avons recherché, c'est d'abord, de ne pas dépasser la masse horaire du travail, la masse horaire journalière. Nous assurer que cette réforme n'augmente pas la charge horaire du travail. 2, de nous assurer également que la tranche horaire qui sera définie permettra toujours aux parents d'avoir l'autorité nécessaire sur les enfants et de pouvoir vraiment assumer les responsabilités conjugales de manière à ce que les enfants parentales, tout ça, pour que les enfants aient la meilleure éducation qu'ils sont. Le 3e point sur lequel nous avons beaucoup insisté, c'est que cette réforme ne soit pas en déphasage avec la sous-région. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'au moment où nous nous reposons, que les autres soient en train de travailler et qu'au moment où nous allons décider de travailler, que les autres soient au repos. Parce que si on n'arrime pas ça un peu, on ne pourra pas coopérer avec les gouvernements qui nous entourent pour pouvoir utiliser les différents services publics pour faire les choses. Et quand nous avons posé ces conditions, je crois que ces conditions ont été intégrées dans l'analyse qui a finalement abouti à ce qui est fait. Je ne peux pas vous dire avec exactitude si toutes nos préoccupations ont été intégrées,
Mais je crois que si ces 3 piliers-là ont été pris en charge, il ne reste maintenant que nous fassions l'expérience de cette nouvelle réorientation. C'est vrai que le gouvernement a évoqué le côté économique. Parce qu'il a estimé que 2 longues heures ou 3 longues heures de pause étaient déjà économiquement lourdes. Parce que justement, on utilise le climatiseur pour se reposer. Enfin, bref, les installations pour se reposer. Et que ça amène donc à une surconsommation de l'énergie et beaucoup d'autres paramètres. Et même parfois aussi, quand le repos est trop long, quand on revient, l'envie de travailler. Mais ce que nous savons, c'est que même si cette réforme-là aura besoin que l'on puisse faire d'autres investissements, parce qu'il faut activer les cantines, ou tout au moins ouvrir la prestation de restaurant aux agents pour qu'ils puissent vraiment jouir d'une pause avec des repas décents. Il faut également que nos services soient améliorés en matière de toilettes. Parce que vous comprenez que, par exemple, vous regardez les femmes, je m'excuse, mais quand elles sont dans la période que nous connaissons, elles ne peuvent pas supporter la chaleur et la saleté alors que pendant que la pause était longue, elles avaient l'habitude d'aller à la maison. Il faut donc que un certain nombre de conforts soient créés autour de l'administration pour faciliter l'implémentation de cette réforme, pour mettre les gens à l'aise et que nous ne puissions pas, on ne se retrouve pas dans un déni de droit en voulant vraiment faire des gains économiques. Alors, la pause, lorsqu'on écoute certains travailleurs, c'est surtout ça, la crainte désormais c'est de 1h30. Ceux qui avant avaient l'habitude rapidement de faire un tour à la maison, peut-être amener les enfants à l'école, visiblement ce n'est plus possible avec ces 1h30 là. C'est ça que je disais tout à l'heure. Chaque réforme doit a un coût, même si la réforme peut réaliser des économies. Pour ce qui nous concerne, j'estime que le gouvernement a fait la balance, puisque nous avons insisté également sur les commodités dont j'ai parlé. La restauration qui doit être disponible, comment appelle-t-on, les toilettes qui doivent être disponibles, mais également les cantines scolaires sont interpellées. Les garderies, les crèches, tout ça là. Donc, il y a un certain nombre de commodités qu'il faut promouvoir autour de la chose. Si on fait la promotion de ces commodités-là, je ne demande pas à l'État d'initier tout. Ce que l'on demande, c'est que l'État, par le biais d'une convention ou d'une charte, appelle les opérateurs qui ont les moyens de s'investir dans les secteurs dont je viens de parler, que ces gens-là s'investissent dans ces secteurs. La cantine scolaire, si elle ne peut pas être généralisée avec le coût qui est là, je crois qu'on peut travailler également à une restauration raisonnable des écoliers en milieu scolaire, que les gens pourront toujours prendre en charge. Donc, je crois qu'il y a tout un travail à faire autour. Et j'espère que le gouvernement n'a pas regardé simplement le gain en électricité et en eau pour dire, bon, écoutez, je gagne désormais tant. Et il a oublié tout ce qu'il y a comme désagrément autour. Oui, surtout parce que vous savez que les petits commerçants, les bonnes dames qui vendent à manger aux heures de pause, désormais, cette réforme va les impacter. Donc ça va agir également sur le chiffre d'affaires, sans doute. Ça va peut-être les amener à mieux structurer le service qui est offert. Parce qu'on ne dit pas forcément qu'il faut faire chose là. Vous savez, aujourd'hui, on a le service de la livraison. Si vous avez un contrat avec un ministère et que c'est votre maquis qui va livrer à manger à l'heure de pause, vous ne perdez rien. Ce que vous gagnez, c'est que vous structurez désormais votre service et peut-être vous réorganisez ça et peut-être ça va faire appel à plus de main-d'œuvre. Non, toute une chaîne. Le tout dépend du travail qui a été fait autour de la réforme. Je crois que toutes les réformes ont besoin, disons, de certaines commodités pour prospérer, produire les résultats. Mais quand on n'a pas vu tous ces aspects, c'est en ce moment-là que ça devient un peu difficile. Est-ce qu'il faut également arrimer cela avec les heures au niveau des élèves, au niveau des établissements publics? Oui, mais quel va être l'intérêt si les établissements publics ne sont pas concernés? Même privés aussi. Parce que le problème, je disais tout à l'heure qu'il faut que l'autorité parentale et l'éducation familiale restent encore, soient préservées. Si les parents rentrent
et qu'ils sont obligés de revenir chercher les enfants après, c'est un problème. Mais si les parents sortent du boulot et qu'ils doivent attendre peut-être 10, 15 ou 20 minutes pour pouvoir rentrer avec les enfants, ce serait toujours bien. Donc, ajuster même le calendrier scolaire, la masse horaire scolaire à cette réforme. Mais il est précisé que les établissements sont libres d'organiser leur masse horaire. Oui, mais le privé également. Oui. Je crois que cette précision en principe, c'est une façon de responsabiliser, puisque vous savez que nous avons des problèmes d'infrastructure dans nos établissements. Nous avons des classes volantes. Nous avons un certain nombre de réalités. Donc, c'est en fait une façon d'arrimer la réforme aux réalités du pays. Ça ne veut pas dire que systématiquement les établissements sont autorisés à faire le contraire de ce qui est là, puisque nous savons très bien que l'un des objectifs également, c'est de réaliser aussi bien des économies pour l'État, mais c'est aussi de réaliser des économies pour les ménages. Parce que si les ménages n'économisent pas, si la réforme devient plus chère pour les ménages, la première revendication qui viendra, c'est que l'État doit pouvoir mettre la mise qu'il faut. Donc l'économie réalisée là-bas va être transférée dans les ménages. On n'aura rien gagné. Donc je crois que les établissements ont été mis devant leurs responsabilités en tenant compte de leurs spécificités. Vous savez qu'il y a dans ce pays des établissements où, en saison de pluie, les élèves ne vont pas. Bon, mais on ne va pas dire parce que les gens ne vont pas là au cours en saison de pluie que si la réforme arrive, il faut y aller. Donc il y a plein de choses. Moi, je crois que c'est la volonté de chaque acteur. Il faut que chacun joue sa partition au mieux des intérêts. Alors, vous pensez comme tout le monde que, bon, comme c'était, que est-ce que les enfants peuvent rentrer à la maison un peu à 14h, 15h? Est-ce qu'on peut déjà demander, faire en sorte que les enfants rentrent à la maison? Non, je viens de vous répondre. Ce qui est souhaitable, c'est que chaque structure scolaire, en fonction des réalités qu'elle vit aujourd'hui, en attendant que les investissements nécessaires soient réalisés pour que l'établissement puisse s'accommoder des réformes, qu'on voit au mieux, parce que ce qui est recherché, c'est que les parents prennent à temps les enfants et qu'ils rentrent avec les enfants à temps. Ce n'est pas que les enfants errent et que les parents soient au service. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les partis politiques, les acteurs politiques, même s'il n'y a pas, on ne doit pas observer cette proximité très osée entre syndicats et partis politiques, les partis politiques peuvent quand même venir donc à l'école des syndicats pour faire en sorte quand même de produire de projets de société qui répondent donc aux aspirations du peuple. Dans quelques mois, c'est la présidentielle 2021. Qu'est-ce que la CGTB attend concrètement des potentiels candidats qui s'annoncent? Non, je crois que ceux qui veulent candidater savent déjà ce qu'ils veulent offrir au peuple. Ça va être prétentieux de ma part de faire un portrait robot, que ce soit même du projet de société ou même du candidat probable au présidentiel. Ce que je vais juste dire, c'est qu'on ne gouverne pas sans écoute. On n'aspire pas à cette responsabilité si on n'a pas une grande capacité d'écoute, si on n'a pas l'intelligence de reconnaître que les autres peuvent contribuer à quelque chose. Donc je crois que ce qu'on peut recommander, c'est une recommandation juste, que ceux qui aspirent à cette fonction-là aient une grande capacité d'écoute et qu'ils aient, disons, la faiblesse de comprendre que les autres seront toujours d'une utilité. Vous pensez à un nouveau contrat social ou vous pensez à une continuité? En principe, est-ce qu'il y a réellement de continuité dans un pays? Moi, je ne crois pas. Ce que je sais, c'est que les circonstances imposent les règles du jeu et la nature du contrat. Donc, je crois que chacun apprécie, et que ce soit l'équipe qui est là ou l'équipe qui va venir, tout le monde sait que ce dont on rêve, ce n'est pas de vivre les mêmes dérives, les mêmes abus. Donc forcément, il y aura une connotation qui va certainement être qualifiée comme... En tout cas, les candidats, je lève le choix aux candidats de qualifier ce dont il s'agira à partir de 2021. Le gouvernement actuel est pratiquement à la fin. Certainement que vous n'avez pas eu satisfaction sur certains points. Quelle sera la première ou les premières revendications que vous aurez à opposer au nouveau président en 2021? L'unique revendication, c'est de compter avec nous. Tout simplement.
Vous voulez dire qu'on n'a pas su compter avec vous au cours de ces dernières années? Pas comme cela se doit. On a peut-être fait un peu de l'effort d'aller vers nous, mais on n'a pas été toujours compris et puis non, on n'a pas suffisamment compté avec nous. Bon, j'espère que les prochains candidats sauront compter avec tout le monde, y compris nous. En tant que citoyen, alors quel bilan faites-vous de la gouvernance de façon globale du président Patrice Talon? Je ne sais pas, vous m'avez invité ici comme secrétaire général de la CGTB. Mais vous êtes d'abord citoyen. Oui, mais là, vous savez que ça va être difficile pour vos auditeurs de faire la différence entre le citoyen que je suis et le secrétaire général de la CGTB. Je préfère rester dans mes bottes de secrétaire général. Et si vous me donnez un autre rendez-vous comme citoyen, j'y reviendrai. Mais même en tant que secrétaire général, qu'est-ce que vous retenez? C'est vrai, vous avez déjà évoqué le volet social, mais au-delà du volet social, qu'est-ce que vous retenez de la gestion? De la gouvernance ou de la gestion? Bon, de la gouvernance. Okay. Si c'est de la gouvernance, je crois que ça a été une gouvernance d'audace et de courage et d'incompréhension. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant d'y mettre un thème, nous allons permettre aux internautes quand même de mieux vous découvrir au-delà donc de vos activités syndicales. Ah oui. C'est vrai qu'on vous connaît en tant que secrétaire général. Et puis, au-delà de l'action syndicale, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le secrétaire général de la CGTB? Bon, d'abord que je suis 100% béninois, de père et de mère. Et j'ai fait toutes mes études au Bénin. Je suis juriste de formation, titulaire d'un DEA en droits humains. Donc, je suis marié. Voilà, Dieu m'a gratifié de 5 bons enfants. Et puis, bon, mais je peux dire aussi que j'ai mes convictions politiques. Et bon, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire sur moi, mais voilà ce que je suis, un Béninois qui rêve d'un Bénin meilleur. Et en dehors de l'action syndicale, en famille, qu'est-ce que vous mangez habituellement? Qu'est-ce qui vous plaît bien? Oh, mais du télébor avec de la bonne sauce gluante, voilà. Et j'aime bien ça. Et puis après, bon, je crois que j'aime aussi vivre des moments d'évasion avec des amis qui comprennent mes goûts. Bon, voilà. En dehors de la ville, il vous arrive de quitter Cotonou pour aller au village et passer... Je parcours le Bénin tout entier parce que j'ai la chance d'être un peu Miss, parce que je suis maternellement du nord et puis paternellement du centre. Voilà, donc j'ai fait mes études plus ou moins d'âge adulte au sud, donc j'aime bien faire le tour du Bénin et toutes les fois que j'ai une amitié, je fais tout pour ne pas la gaspiller. Quel est l'homme politique qui vous inspire le plus ou qui vous a le plus marqué au cours de ces dernières années? Ou en tout cas, dans votre expérience? Je n'ai pas eu véritablement d'homme politique qui m'ait marqué, mais j'ai des idées politiques fortes qui ont influencé toute ma vision. D'abord, celle prônée avec conviction par le feu général Mathieu Kérékou sur la qualité de l'unité dont nous avons besoin pour bâtir ce pays et le type de rêve qu'il nous faut. Et puis ensuite, paix à son âme, malheureusement il est parti aussi, le professeur Albert Théoïdré. Je crois que cet homme avait de réelles idées pour ce pays. Il n'a pas eu l'occasion de l'implémenter, mais je rêve un jour quand même que déjà porte ces idées et qu'on arrive à les concrétiser à la tête de l'État. Est-ce que vous avez un modèle dans le monde syndical qui vous a peut-être motivé à entrer dans le syndicalisme? Ce modèle s'appelle Pascal Todjian. C'est tout simple. Pourquoi? Non, parce que, bon, mais il a su donner à l'action syndicale la rigueur, la courtoisie qu'il faut, mais aussi la dose d'humeur qui permet de ne pas se fâcher quand on parle avec lui et qui permet d'espérer tout simplement que les choses peuvent aller autrement. Et là, franchement, il m'a marqué. Alors, nous allons finir cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure?
Pour conclure, c'est de dire que demain n'est pas clos pour le Bénin, malgré les incertitudes qui planent à l'horizon, malgré les défis que représentent les élections professionnelles, malgré les défis même que représentent les élections présidentielles. Demain n'est pas clos pour le Bénin. Et nous avons des raisons d'espérer et de croire que nos certitudes d'espérance ne seront pas déçues. Chers amis internautes, c'est tout pour ce dimanche 13 décembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Mudashiru Bassabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Merci une fois encore et à la prochaine.